Bonjour. Alors aujourd'hui je diffuse un peu plus tôt parce qu'en fait j'ai des invités. Donc je serai dans l'impossibilité de le faire plus tard. Voilà, d'où la diffusion un petit peu tôt par rapport à d'habitude. Voilà. Donc je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui les critères numéro 3 et 4 des adultes à haut potentiel. Pourquoi 3 et 4? Parce qu'un seul critère par vidéo, je trouve que c'est un petit peu léger. Vous allez voir que c'est pas plus mal comme ça. Le critère numéro 3, il faut savoir que l'adulte à haut potentiel est un individu qui est curieux de tout, qui s'intéresse à tout. Alors quand je dis à tout, ça ne veut pas dire que si vous l'inscrivez dans un atelier poterie, il va s'éclater. C'est pas ce que je suis en train de dire. À tout ce qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il est curieux de nature, il est extrêmement curieux. Et tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui donne envie, voilà, c'est plutôt ça, il va s'y intéresser et il va s'y intéresser de très près. En général, il va creuser. Il va aller jusqu'au bout, de faire le tour, en tout cas. La problématique, c'est qu'il va creuser terriblement, mais étant donné qu'il va creuser un petit peu partout, genre une taupe à haut potentiel, il va faire des trous partout. Le problème qui va se poser, évidemment, c'est que quand on va lui demander d'avancer sur quelque chose, c'est là que ça va coincer. Parce que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est découvrir, apprendre. Donc quand on est dans ce mode de fonctionnement de découverte et d'apprentissage et qu'on nous dit non là, maintenant si tu veux avancer dans la vie, il va falloir que tu te poses sur quelque chose et que tu le travailles quotidiennement, etc. Là, ça devient compliqué. D'où ce troisième critère qui est quoi? C'est que comme il est extrêmement curieux et qu'il s'intéresse à énormément de choses en même temps, sa difficulté va être d'être constant sur une activité, constant sur un travail, constant sur quelque chose. Voilà, parce que bien souvent, on va leur reprocher de ne pas aller au bout des choses. Et la raison la plus évidente pour laquelle ils ne vont pas au bout des choses, c'est qu'au moment où ils sont sur ce quelque chose, bah tiens, ils vont voir passer un autre truc qui les intéresse et ils vont avoir envie de courir après ce truc qui les intéresse. Voilà. Alors, ça peut passer pour de l'inconstance, ça peut passer pour de la dispersion, ça peut passer pour plein de choses. En fait, c'est très très difficile du coup de forcément visualiser tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui est simplement extrêmement curieux et qui a véritablement une soif d'apprendre très très grande. Être très vigilant si vous avez des hauts potentiels autour de vous. C'est pas forcément des gens dispersés et qui finalement sont insatisfaits comme ça des choses. Non, c'est que leur curiosité est tellement grande, c'est une espèce de boulimie, ce qui fait que c'est très compliqué à gérer. Et ça s'apprend, hein, on peut, Dieu merci, apprendre à organiser tout ça. D'ailleurs, ça permet d'acquérir par la suite une paix intérieure, une sérénité qui est nécessaire d'ailleurs au HP, d'où l'intérêt d'apprendre et de se faire accompagner pour justement focaliser toutes ces choses-là. Merci Valérie, ouais, ça m'étonne pas. Alexandrina, Steve, waouh, merci beaucoup. Donc ça c'est le tour un petit peu du troisième critère, donc le fait d'être extrêmement curieux de tout, d'être boulimique d'informations, d'apprentissage, etc. Olivier. Le quatrième critère, alors le quatrième critère, comment je pourrais vous parler de ça? C'est là où ça va devenir compliqué parce que je suis extrêmement concernée. On va dire que l'adulte à haut potentiel est en train de discuter avec vous, un sujet extrêmement passionnant qui l'intéresse hein, d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, il va partir sur autre chose, qui peut être d'ailleurs tout aussi intéressant, mais il va partir sur autre chose. Il va avoir tendance comme ça, dans un échange, dans une discussion, à partir un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est la description qu'on risque d'en faire. C'est simplement que c'est l'arborescence de sa pensée, hein, le fait de pouvoir comme ça connecter un peu partout. Il vous parle de quelque chose, tac, ça connecte. Lui, ça lui fait penser par association d'idées à autre chose. C'est pour ça qu'il vous en parle. Oui, les enfants sont aussi HP. En fait, Marina, c'est ceux qu'on appelle les enfants précoces.
Moi, je déteste ce terme-là. La précocité ne signifie absolument rien. Mais en revanche, oui, bien sûr, ce sont de futurs adultes à haut potentiel. Tout à fait. Donc voilà, donc cette arborescence de pensée va les conduire à parfois vous interroger comme ça dans une conversation, parce que vous demandez comment ils en sont arrivés là, sauf si c'est un échange entre deux HP, ce qui peut être follement amusant d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça part dans tous les sens, mais ça, là pour le coup, ça gêne personne, hein. C'est assez drôle. Si vous l'expérimentez, vous allez voir. Popcorn, ah exactement. Alors là, Valérie, c'est parfait comme définition. Popcorn, c'est comme ça que je l'explique, oui. C'est ça, c'est une pensée popcorn. C'est très joli en plus. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, alors, pas d'inquiétude évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on cite un critère ou plusieurs critères, d'ailleurs au fur et à mesure qu'on énonce tous les critères, on commence à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de bestiole que le haut potentiel, le zèbre, enfin, le surdoué, etc. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La première phase, une fois qu'on a énuméré l'ensemble des critères, qu'on a identifié qu'on était HP ou qu'une personne est HP autour de soi, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'acceptation. Parce que vous vous rendrez compte bien souvent que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre, les personnes vivent très mal le fait qu'on leur dise qu'ils sont adultes à haut potentiel. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a ce fameux terme de surdoué qui est assez mal vécu. Parce que surdoué, on a l'impression qu'on est plus intelligent que les autres, alors que c'est totalement faux. Ça, il faut définitivement s'enlever cette idée de la tête. C'est vraiment, on enlève ce truc-là. Et par contre, pourquoi aussi les personnes ont du mal à accepter ce diagnostic, entre guillemets, hein, c'est pas une maladie, parce que ça voudrait remettre en cause toute leur vie jusqu'à maintenant. Or, quand on accepte que ce diagnostic soit posé, quand on accepte de valider que oui, probablement on est au potentiel, c'est au contraire extrêmement intéressant et rassurant que de pouvoir... Oh là, le vent se lève, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien du coup. C'est extrêmement rassurant justement de pouvoir revisiter l'intégralité de ce qu'on a vécu avec cette nouvelle information. Pourquoi ? Parce que on va se rendre compte que les réactions qu'on a pu avoir, que la façon qu'on a pu avoir d'aborder certains événements, certaines choses, étaient liées à ce fait d'être au potentiel. Et ça, c'est vraiment, c'est capital de pouvoir, à un moment donné, effectivement, quand on valide ce statut de haut potentiel, d'aller revisiter tout ce que l'on a pu vivre. Alors, on n'est pas obligé de tout revisiter, mais en tout cas, les choses où ça a pu nous poser question, où on s'est dit pourquoi, à ce moment-là, moi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ça, j'ai jamais voulu le faire, pourquoi... Voilà. Ça permet de pouvoir véritablement avoir une lecture complètement différente et beaucoup plus rassurante des réactions qu'on a pu avoir et qu'on peut donc encore avoir aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Après, il y a évidemment la possibilité de se faire accompagner. Moi, je fais partie des gens qui accompagnent les adultes à haut potentiel, qui souhaitent justement vivre cette différence, entre guillemets, avec le plus de sérénité possible. Je vais les accompagner pour accepter qui ils sont, parce que quand on commence à accepter qui on est avec cette caractéristique, qui n'est ni une maladie ni une supériorité, absolument pas, simplement une différence, ils vont accéder à ce que moi j'appelle la joie intérieure. Et c'est capital d'accepter que oui, on est différent. De la même façon qu'une personne va avoir les cheveux blonds, les cheveux rouges, petits, grands, moyens, gros, avec des lunettes, sans lunettes. Bon, au potentiel, c'est une différence. Alors on sait tous qu'être différent, ça peut être quelque chose d'exceptionnel, de formidable, mais ça peut aussi être un handicap, en tout cas ça peut être vécu comme. Et donc moi j'accompagne les personnes à justement dépasser cette idée que c'est un handicap, même si pendant des années on a pu le vivre comme tel.
Donc c'est très important de savoir que oui, on peut sortir de ce truc-là. Alors il y a des choses dont on ne sort jamais. Mais quand je dis qu'on n'en sort jamais, ce ne sont pas des choses qui sont déstabilisantes, ce ne sont pas des choses qui vont vous pourrir l'existence. Le fait par exemple d'être extrêmement lucide sur le monde, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le fait d'avoir un ressenti très fort, une espèce d'intuition vraiment extrêmement développée, toutes ces choses-là, parfois ça peut faire peur quand on n'identifie pas à quoi c'est relié. Dès l'instant où on l'a identifié, déjà on va se mettre à faire confiance à cette intuition, ce qui est déjà un énorme pas. Et ensuite, eh ben, on va travailler avec et finalement on va découvrir que c'est une véritable qualité, un véritable talent. Et pour toutes les fois où ça a pu nous faire peur, on va laisser ça de côté et on va avancer avec ce nouveau talent finalement qu'on a peut-être toujours eu. Oui, vive la différence, en effet, Marina. Vive la différence. Oui, oui. D'autant que ce qui fait la richesse du monde, c'est cette différence. Et effectivement, si on était tous identiques, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'imagine qu'on risquerait de s'ennuyer terriblement. Déjà, on apprendrait beaucoup moins de choses parce qu'on apprend beaucoup de la différence de l'autre. Moi, personnellement, je valide la différence, je la trouve exceptionnellement riche. Et chez le HP, il y a matière à s'enrichir, en effet. Voilà, bon, j'ai encore un peu dévié, mais du coup, ça rejoint terriblement le quatrième critère, qui est qu'on part sur quelque chose dans une discussion, dans un échange, et qu'on part ensuite sur autre chose. Les HP sont des gens très intuitifs, oh que oui. Oh que oui. Le truc, c'est que parmi les HP, on trouve donc les HPE et les HPI. Parmi les HPE, il va y en avoir un certain nombre, un grand nombre, qui vont être capables d'identifier cette intuition qui est très forte et qui vont s'en servir. Parmi les HPI, qui est cette catégorie de haut potentiel, donc intellectuel, qui ont eu tendance à se couper inconsciemment de leurs émotions, l'intuition ne va pas être forcément extrêmement développée, ou en tout cas, ils couperont court quand ils auront des ressentis. Ça ne les intéresse pas parce que dans leur vision du monde, à ce moment-là, ils ont le sentiment que ressenti égale souffrance, et c'est une croyance évidemment, mais tant qu'ils sont dans ce ressenti-là, ils ne seront pas connectés à leur intuition, alors qu'elle est là, elle est là chez tout le monde de toute façon. Il faut être à l'écoute. Mais oui, les HP sont de très grands intuitifs, et particulièrement donc les HPE. Et plus on travaille sur cette intuition, de toute façon, il y a un exercice tout simple à faire. Au début, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, mais vous savez, quand on s'interroge sur ce qu'on doit faire, pas forcément quelque chose de très important ni de très grave, on s'interroge sur, tiens, est-ce que je dois appeler telle personne, est-ce que je dois faire ceci, cela. Bon, il y a le mental qui commence à fonctionner, forcément, on s'interroge, mais on a souvent des réponses qui se situent au niveau du ventre, au niveau du nombril. On ressent des choses. Et je crois que personne ne peut me dire le contraire. On ressent des choses, malgré nous. Essayez d'être davantage à l'écoute de ce que vous ressentez à ce niveau-là. Je ne vais pas vous montrer mon nombril, mais enfin bon, voilà. Ce que vous ressentez à ce niveau-là. Suivez-le ou pas, mais en tout cas, notez-le dans un coin de votre tête, même si vous ne le suivez pas. Et voyez par la suite le nombre de fois où vous vous dites « Ah, quelque part, il y a une partie de moi qui le savait. Je l'ai senti. Il y a quelque chose en moi qui me disait vas-y ou n'y va pas. » Donc notez ça, faites-le plusieurs fois sans forcément suivre directement votre intuition si vous ne voulez pas vous faire confiance tout de suite, mais notez-le, vous allez voir au fur et à mesure, après on fait réellement confiance à notre intuition. Est-ce qu'on peut passer de HPI à HPE? Oui. Oui, oui, c'est pas évident. Ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est qu'on va avoir des HPI donc, qui font un burn-out, une dépression, et qui du coup se penchent davantage sur leurs émotions, etc. Et qui à ce moment-là vont davantage être à l'écoute de leurs ressentis, de leurs émotions, de leur corps, de leurs besoins, de leur bien-être en fait. Après, est-ce qu'il y a un autre moyen pour le HPI que le burn-out et la dépression d'en sortir? Oui, je pense que ça peut être par rapport aux relations les plus
les plus intenses, les plus proches que le HPI peut avoir. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami très proche, ça peut être les enfants. Si cette relation est nourrie d'échanges, de conversations, où l'autre, bonjour Frédéric, où l'autre est véritablement dans l'émotion justement et dans une communication bienveillante pour expliquer tous les bienfaits finalement d'être à l'écoute de nos émotions, d'être à l'écoute de ce qui se passe davantage à l'intérieur, oui, ça peut effectivement aider l'autre à cheminer. Jusqu'où, en combien de temps, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que j'ai pas assez d'exemples en fait. Après, oui, ça vaudrait le coup de faire une recherche là-dessus parce que c'est une question vraiment très intéressante. Ça m'interpelle cette question. Je vais faire en sorte de pouvoir y répondre. La boussole intérieure, oui, la boussole intérieure, mais c'est ça. C'est exactement ça, la boussole intérieure. Et malheureusement, on vit dans un monde où le rythme que le monde nous impose, en général, ne nous laisse pas le temps d'écouter cette boussole intérieure, ou en tout cas, on ne s'autorise pas à l'écouter parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, qu'on a autre chose à faire, qu'il y a des trucs plus importants que oh, ça va, si je me mets à écouter mon ventre. Enfin, voilà. Bon, après, ça peut cheminer, vous connaissez le petit hamster dans la tête, mais effectivement, ça vaut le coup de s'interroger et surtout d'être à l'écoute. Parce que finalement, on est capable d'être à l'écoute de façon extrêmement... d'être très attentive, d'être tout avec son cœur pour un ami, pour nos enfants, pour les gens qu'on aime, hein, finalement. Ça mériterait qu'on porte la même attention à soi-même. Alors, on n'est pas obligé de s'embrasser, mais on peut s'aimer un peu, suffisamment en tout cas, pour être à l'écoute de soi et de son bien-être. Et effectivement, voilà, la boussole intérieure, comme le dit Valérie, si justement, voilà, elle est très juste. Elle est souvent très juste. Je ne vais pas me permettre de dire qu'elle est à 100% juste, parce que, encore une fois, je prétends détenir absolument aucune vérité. Mais de mon expérience, de l'expérience des personnes qui ont bien voulu me la partager, c'est quand même très souvent très juste. Voilà. J'ai fait le tour, je pense même que j'ai beaucoup débordé, comme d'habitude. Valérie pourra témoigner. Bon, peu importe. Si ça vous convient, si j'ai répondu à certaines questions, j'espère que c'est le cas. C'est l'essentiel. Donc, bonjour Sylvie, quel plaisir, merci. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de ces critères numéro 3 et numéro 4. Donc le critère numéro 3 qui est que l'adulte à haut potentiel est quelqu'un d'extrêmement curieux, soif d'apprendre, de découvrir, etc. Et le critère numéro 4 qui est cette arborescence de pensée qui fait que lorsqu'il est en échange avec quelqu'un d'autre, il va être capable de partir d'un sujet pour aller sur un autre et que ça peut effectivement surprendre son interlocuteur. Mais voilà, j'en ai fait le tour, je vous embrasse, n'hésitez